Alors, All right. tu peux y aller, Frédéric. Oh, je partage encore mon écran ou Oui, c'est les slides. OK, parce que je ne voyais plus comme le contour. D'habitude, j'avais comme le contour, mais là, j'ai comme plus. Mais si tu me dis que tu vois encore mon écran. Oui, là, je vois. Là, tu es OK, sur parfait. le Firefox, tout est là. OK, cool. Donc, en fait, juste avant de commencer ma présentation, juste dire que, comme Mathieu le disait, les slides sont sur le GitHub. J'ai mis le lien dans le chat, mais je pense que je vais le remettre parce que pour les gens qui sont arrivés par après. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire, c'est que j'ai mis des notes dans les démos plus loin en présentation, j'ai des notebooks. Puis, dans le fond, j'ai mis des liens vers Google Colab, où est-ce que vous pouvez rouler les notebooks pendant que je le fais. Vous pouvez vous-même rouler les notebooks sur Google Colab, puis voir comme qu'est-ce que ça fait. Dans le fond, sur Google Colab, vous allez avoir accès à un GPU et tout. Là, donc, si vous voulez faire en même temps que moi, vous n'avez pas de problème avec ça. Puis également, il y a les slides. Donc, on va commencer. All right. Donc, bienvenue à cette introduction à l'apprentissage profond. Donc, là, ici, les slides sont en anglais. La présentation va être en français. Donc, j'ai un petit peu de la présentation. Je vais commencer par me présenter. Ensuite, on va avoir une petite introduction à qu'est-ce qu'on peut faire avec l'apprentissage profond, qu'est-ce que l'apprentissage profond nous permet. Ensuite, on va voir le cadre de l'apprentissage profond qui est les réseaux de neurones. On va voir comment on les entraîne et finalement, on va voir les réseaux à convolution qui vont nous permettre de traiter des images. Donc, qui suis-je? Donc, Frédéric Paradis, je suis étudiant en doctorat à l'Université Laval sous la supervision de François Lavette. J'ai fait mon doctorat sur l'interprétabilité des réseaux de neurones profonds. On parlait tantôt avec Marouane d'interprétabilité des algorithmes d'apprentissage classiques. L'interprétabilité des réseaux de neurones profonds, c'est un champ de domaine en soi. Je suis également développeur principal de Poutine. Donc, Poutine, on va le voir plus loin, mais c'est une librairie qui va simplifier l'apprentissage profond avec PyTorch. Et je suis également consultant et chercheur en IA appliquée à la coopérative ici, Baseline, qui est une coopérative où est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle. Donc, commençons la présentation. Comme vous le savez peut-être déjà, les réseaux de neurones profonds sont des très bons algorithmes pour traiter des images, par exemple. Ici, on a un exemple de classification d'images où est-ce que, par exemple, notre réseau de neurones est capable de reconnaître qu'est-ce qu'un léopard ou qu'est-ce qu'un bateau avec des containers. Un autre affaire que les réseaux de neurones profonds sont très bons, c'est le traitement de la langue naturelle, en particulier ici, la traduction automatique, où est-ce que ici, on connaît tous un peu l'interface de Google, on rentre une phrase dans une langue et Google nous traduit dans l'autre langue. C'est des réseaux de neurones profonds qui sont en arrière de cette interface-là. Donc, si on y va un peu plus avec, par exemple, en vision numérique, on a le Large Scale Visual Recognition Challenge, qui est en fait un concours de classification d'images, où est-ce qu'on a le jeu de données ImageNet. Le jeu de données ImageNet a des millions d'images, et pour ces millions d'images-là, on a 1000 classes d'images, donc 1000 types d'objets à reconnaître dans des images. Là, dans le fond, ici, on voit le graphique que je présente ici rapidement. C'est, dans le fond, l'erreur année après année sur ce jeu de données-là, avec les différents algorithmes que les gens ont fait. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé à partir de 2012, c'est les réseaux de neurones profonds qui ont vraiment pris le dessus sur les algorithmes plus classiques, par exemple en 2010 et 2011, où est-ce que c'était des algorithmes plus classiques de vision numérique. Donc, en 2012, on a eu le premier réseau de neurones, puis on voit qu'il y a eu toute une amélioration avec ça. Puis après ça, année après année, on avait des améliorations non négligeables sur ici l'erreur, en fait, sur le test du jeu de données ImageNet. Donc, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que les réseaux de neurones profonds sont rentrés dans un domaine, puis ont vraiment, si on veut, pris le dessus sur les algorithmes plus classiques. Puis, comme un peu Marouane vous le disait, pour arriver à ce genre de performance-là, ça prend des millions d'images venant du jeu de données ImageNet. Donc,
En vision numérique, on a plusieurs tâches qu'on peut faire, par exemple, avec des réseaux de neurones. On a la classification d'images, comme je vous l'ai montré tantôt. On a également la détection d'objets. Donc, la détection d'objets, c'est un peu similaire à la classification d'images, excepté que là, ici, on cherche vraiment à ce que notre algorithme encadre les différents objets d'une image. Par exemple, ici, on a encadré le ballon, un hémicycle, un autre hémicycle, et les deux athlètes. Donc, ça, c'est une tâche qui se fait assez bien avec les réseaux de neurones profonds. On a également la segmentation d'images, où est-ce que, par exemple, dans les voitures autonomes, ben, on aurait besoin, par exemple, d'identifier où est-ce que la route est, où est-ce que les piétons sont, où est-ce que les feux de circulation, etc. Puis également, on a ce qu'on appelle le image matching, où est-ce que, par exemple, on a la reconnaissance faciale, de reconnaître est-ce qu'une photo d'une personne, est-ce qu'on l'a déjà vue dans notre jeu de données. Donc, ça, c'est quelques tâches de vision numérique qu'on peut faire avec des réseaux de neurones profonds. On en a d'autres. Également, c'est un graphique un peu similaire que celui de tantôt, mais cette fois-ci pour ce qu'on appelle le traitement de la langue naturelle ou Natural Language Processing en anglais, où est-ce que, par exemple, année après année, ben, on a, en traduction automatique, on a des augmentations de performance assez non négligeables. Puis tout ça, c'est des réseaux de neurones profonds. Donc, en NLP, ben, on a plusieurs tâches aussi comme en vision. On a la traduction, comme j'ai parlé tantôt. On a la classification de texte. Par exemple, classification de sujet de texte. Par exemple, prédire le sujet d'un texte ou prédire le sentiment d'un texte. Est-ce qu'un texte est positif? Est-ce qu'un texte est négatif? Par exemple, on pourrait avoir le texte d'une revue d'Amazon, puis la tâche serait de prédire, par exemple, le nombre d'étoiles données à la revue. Également, on a l'autocorrection. Par exemple, lorsqu'on écrit sur notre téléphone, I am very, donc le téléphone nous propose, par exemple, est-ce que je suis très excité, content ou désolé. Donc là, ça c'est vraiment en fait, si on veut, l'exemple de base de la technologie de la langue naturelle, où est-ce qu'on apprend à prédire, par exemple, le prochain mot dans un texte. Vous allez voir demain dans la présentation de Nicolas sur le NLP, c'est vraiment la base en NLP. Et donc, ceci, etc. Seulement quelques sujets de NLP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus que le NLP et la vision numérique en apprentissage profond, mais ça, c'est vraiment les deux, si on veut, les deux thèmes qui sont trendy en apprentissage profond. Mais on peut adapter les algorithmes de vision puis les algorithmes de NLP, on peut les adapter à plein de domaines. Donc, commençons par expliquer qu'est-ce qu'un réseau de neurones. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, juste un petit rappel sur l'apprentissage automatique, le machine learning. Donc, on se rappelle, on commence avec un jeu de données, d'exemple ici avec une étiquette. Donc, on a exemple 1, étiquette 1. Par exemple, on pourrait avoir une image de chat et l'étiquette, ce serait un chat. Donc, on prend ce jeu de données-là, on les donne à un algorithme d'apprentissage. L'algorithme d'apprentissage, par exemple, ça va être les algorithmes d'optimisation de réseaux de neurones. Et l'algorithme d'apprentissage, à partir de données, va entraîner notre réseau de neurones et en sortie, va nous donner notre modèle qui est notre réseau de neurones entraîné, c'est-à-dire avec nos paramètres de notre réseau de neurones entraîné. Et donc, une fois qu'on a notre modèle, on peut donner à notre modèle une nouvelle entrée X, par exemple, une nouvelle image qu'il n'a jamais vue, et le réseau de neurones va nous prédire, par exemple, est-ce qu'il y a un chat dans cette image ou pas. Donc, commençons par la base. Qu'est-ce qu'un neurone? Donc, un neurone, en fait, un matin, vous avez vu, c'est quoi un perceptron? Ben, un perceptron, c'est quasiment un neurone. Donc, on a ici l'illustration classique, si on veut, d'un neurone, où est-ce qu'en entrée, on va prendre nos attributs ici, nos exemples de nos caractéristiques de notre exemple X ici. Donc, on va avoir l'attribut X1, l'attribut X2 jusqu'à Xn. Et on va pondérer chacun de ces attributs-là par les poids ici W1, W2, Wn. Donc, on va faire X1 fois W1, X2 fois W2, Xn fois Wn. Et on va additionner tout ça, additionner avec ici un B qui est un biais, donc là, qui est un autre paramètre. Et donc, une fois qu'on a additionné, on va passer
cette sortie-là, qui est la sortie de la somme qui va être un chiffre, et on va la passer dans une fonction d'activation. Donc là, ça va donner ici, en fait, de manière plus mathématique, ben, on a la somme des xi pondérés avec wi plus b, et de manière vectorielle, ben, on obtient en fait la forme d'un perceptron avec ici la fonction d'activation qu'on dit non linéaire. Donc là, il y a plusieurs trucs ici que j'aimerais faire remarquer. La première chose, en fait, ici, W1, W2, Wn et B, donc les poids et les biais, c'est ce qu'on va appeler les paramètres de cette neurone-là. Donc là, une neurone va avoir ces paramètres-là, et c'est ces paramètres-là qui vont permettre au réseau de neurones d'apprendre la tâche, donc d'apprendre à différencier un chat d'un chien, par exemple. Dans le fond, c'est ces paramètres-là qu'on va vouloir ici modifier de leur initialisation initiale pour qu'elles puissent apprendre évidemment. L'autre affaire, on parlait de fonctions d'activation non linéaires. Donc, ces fonctions d'activation non linéaires, on va le voir, ça va servir à ce que notre réseau de neurones ne soit pas simplement un prédicteur linéaire, mais qu'il puisse faire toutes sortes de fonctions différentes. Donc, c'est ça pour la neurone. Par contre, dans un réseau de neurones, ben, comme on l'a vu, ben, on va voir, ben, comme on peut s'en douter, en fait, là, on va en avoir plusieurs neurones. Donc, on va avoir, par exemple, on va commencer avec une neurone, on peut en avoir une autre qui prend en entraîne les mêmes entrées, on peut en avoir une autre ici. Puis là, par exemple, on aurait 4 neurones dans notre réseau de neurones. Si on avait 4 classes à prédire, ben, on pourrait dire, ben, voici les 4 neurones qui me prédisent des scores chacun pour une classe. Et le score, ben, c'est ce qui va. Le plus grand score, par exemple, c'est la classe qu'on va prédire. Par contre, dans le réseau de neurones, ce qu'on va venir faire, c'est de empiler les neurones les unes par-dessus les autres. Donc, au lieu de prendre en entrée ici, cette neurone-là, au lieu de prendre en entrée ici nos attributs x1 et xn, ben, on va prendre en entrée les sorties de neurones précédentes ici. Donc là, ici, on a une couche de notre réseau de neurones. Ben, on va voir ici une deuxième couche de notre réseau de neurones, qui sont des neurones qui vont prendre en sortie les résultats de la première couche. C'est ça. Donc, puis, là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, tantôt, je parlais de fonctions d'activation non linéaire. Si on n'avait pas de fonction d'activation non linéaire, notre réseau de neurones serait purement linéaire. Parce qu'ici, dans le fond, pour obtenir le résultat ici, ben, on aurait juste à multiplier les poids de manière à ce que on aurait juste besoin d'une seule couche pour obtenir cette valeur-là. Donc, étant donné qu'on met une fonction non linéaire à notre neurone ici, ben, la sortie de la première couche est non linéaire et donc le résultat de la deuxième couche est non linéaire. Et donc, on peut empiler des couches comme ça de réseau de neurones un peu comme on veut. Là, ici, j'ai un exemple, si on veut jouer à 3 couches avec 4 neurones ici, 3 neurones ici et 2 neurones ici. Puis donc, une fois qu'on a notre réseau de neurones, ben à la fin ici, ça serait notre prédiction. Par exemple, ici, si on avait 2 classes, on pourrait dire la première neurone ici, Y chapeau 1, ça serait la prédiction pour la première classe. Puis ici, Y chapeau 2, ça serait la prédiction pour la deuxième classe. Puis donc, ici, là, on met un peu de vocabulaire. On a ici l'entrée. Là, après ça, ici, les 2 couches ici sont ce qu'on appelle les couches cachées, donc les hidden layers. Donc, c'est ce qu'on appelle les couches cachées. Et on a la couche de prédiction. Puis également, on a ce qu'on appelle le nombre de couches. Donc, le nombre de couches, c'est tout simplement le nombre de couches cachées plus la couche de classification à la fin. Donc, c'est ça. Là, allons maintenant aux fonctions d'activation. Donc, comme je disais, les fonctions d'activation, c'est assez important parce que sinon, empiler des couches linéaires, ça ne donne rien. Ça devient tout simplement un classificateur linéaire. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de fonctions d'activation. Donc, quelles sont les fonctions d'activation qu'on utilise souvent? La première fonction d'activation, c'est ce qu'on appelle la tangente hyperbolique ou tan h. Donc, la tan h était souvent utilisée, en fait, si on veut, à l'ère pré-deep learning. Avant que le deep learning soit vraiment populaire, on utilisait la tan h à peu près n'importe où dans les réseaux de neurones. Maintenant, la tan h est surtout utilisée, par exemple, dans les réseaux récurrents,
en NLP, comme vous allez le voir demain. Mais c'est quand même utilisé à certains endroits encore. Donc, la tanache, en fait, la fonction de non-linéarité tanache, ce qu'elle vient faire, en fait, c'est qu'elle vient mettre notre ici Z qui est en fait, je n'ai peut-être pas ici décrit ma notation, mais en fait, ici, Z, c'est la sortie d'une neurone sans la fonction d'activation. Et donc, après ça, on donne Z à notre fonction d'activation, qui est par exemple la tanache. Et donc, Z qui est notre score entre, si on veut, moins l'infini et plus l'infini. Et donc, on va la passer à la tanache. La tanache va nous donner une valeur entre ici moins 1. Je n'ai pas mis les axes, mais on a moins 1 et 1. Puis donc, si tanache si Z vaut 0, ben on va donner ici 0. Et si Z est plus grand que 0, ben on va voir ici proche de 1. Et si Z est plus petit que 0, ben on va voir ici proche de 0. Évidemment, la plupart du temps dans la réseau de neurones, ben on va plus jouer ici dans la partie, si on veut, quasi linéaire, où est-ce qu'on va être allant aux alentours de 0. Donc, si par exemple moins 1 ou 1, donc on aurait ici par exemple 0.5 ou 5 ou moins 0.5. Donc, ça, c'est une des fonctions d'activation qu'on peut utiliser. La deuxième fonction d'activation, c'est la relue. En fait, la relue, là, ici, je n'ai pas mis qu'est-ce que l'acronyme veut dire. Mais essentiellement, la relue, c'est un maximum entre 0 et l'activation, le score pré-activation. Donc, essentiellement, si ici Z vaut 0 ou est plus petit que 0, ben, la relue nous donne 0. Et si Z est plus grand que 0, ben, on va avoir une sortie linéaire. Puis, cette fonction-là a l'air un peu bizarre à première vue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec tout ce qui est le calcul du gradient et tout le processus d'apprentissage avec le gradient, bien, la relue, ça va vraiment aider le gradient parce que, on va le voir plus loin, mais ici, étant donné que c'est linéaire, bien, le gradient est assez stable, puis ici, vu que c'est 0, bien, le gradient va être de 0. Puis donc, cette fonction-là a vraiment contribué à l'essor du deep learning, parce qu'avant la relue, on n'était pas capable de faire des apprentissages très profonds. Essentiellement, on avait des couches, des réseaux de neurones avec très peu de couches, puis on utilisait des tanaches. On n'était pas capable d'empiler plusieurs couches parce que sinon, on n'était pas capable de converger vers un minimum qui était assez bon à notre avis. Donc, c'est ça que la relue a servi, puis sert encore beaucoup. Une autre fonction d'activation qui va nous servir, c'est la fonction logistique ou la fonction sigmoïde. Donc, la fonction sigmoïde, en fait, ça ici, c'est la forme mathématique. Mais essentiellement, c'est assez similaire à la tanache, excepté que ici, au lieu d'être entre moins 1 et 1, bien, ça va être entre 0 et 1. Puis donc, par exemple, une valeur très petite va avoir une valeur de 0, puis une valeur très grande va avoir une valeur de 1. Puis donc, la fonction... Oui? Frédéric, il y avait une question dans le chat sur pourquoi utiliser tanache plutôt que les autres fonctions d'activation pour le NLP. Là, tu parlais pour les réseaux récurrents notamment. Là. Yes. Je t'interromps. Yes, merci. Oui, donc dans le fond, en fait, en NLP, on va le voir avec justement les réseaux récurrents, comme Mathieu vient de le dire, c'est qu'en fait, ce ne sera pas des réseaux super profonds. On n'aura pas, par exemple, 100 réseaux récurrents empilés un par-dessus les autres, on va en avoir juste quelques-uns. On va en avoir 5 ou 10, puis ça fonctionne encore assez bien. Fait qu'on n'a pas vraiment le problème qu'on a avec les réseaux de neurones, si on veut standard ou à convolution, comme on va le voir plus tard, ou est-ce qu'on empile, par exemple, des centaines de couches. Donc, ça, c'est une des raisons. Puis une autre raison, en fait, c'est de la tanache, on va l'utiliser souvent quand on va avoir, par exemple, une sortie entre moins 1 et 1. Donc, c'est ça. Okay. Donc, si je reviens, en fait, à la fonction sigmoïde, c'est malgré que la fonction sigmoïde est assez proche de la fonction tanache, une des utilités de la sigmoïde, en fait, c'est lorsqu'on vient faire de la prédiction binaire. Si on veut venir faire de la prédiction binaire, bien, on peut voir la sigmoïde comme étant une probabilité qui
entre 0 et 1 que la classe soit 1, par exemple. Donc, on aurait, par exemple, cette fonction d'activation-là à la sortie de notre réseau de neurones, puis cette fonction-là viendrait nous dire, ben, est-ce que la classe est de 1 ou de 0? Donc, si on est proche de 1, ben, on prédit 1, puis si on est proche de 0, ben, on prédit 0. Et finalement, on a la fonction d'activation softmax. Donc, la fonction d'activation softmax, pensez-la comme une sigmoïde, mais généralisée à plusieurs dimensions. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est que la fonction d'activation softmax, on va souvent l'utiliser en multiclasse pour dire, par exemple, pour chacune de mes classes, donner une probabilité que ce soit cette classe-là qui soit l'étiquette qu'on recherche. Donc, la fonction softmax va nous donner un vecteur dont les valeurs vont additionner à 1 et dont les probabilités vont être entre 0 et 1 dedans. Donc, si la notation est un peu spéciale, comme je l'ai écrit, excusez. Essentiellement, ici, l'entrée de notre softmax, ça ne sera pas ici une valeur scalaire comme on avait en haut ici, mais ça va être un vecteur. Donc là, ici, comme je l'ai écrit ici, on va voir ici plusieurs neurones que j'ai mis dans une matrice ici W, et B ici qui va être un vecteur au lieu d'être un scalaire. Et donc, la softmax, on va, pour par exemple avoir la valeur de la softmax pour l'index I ici, bien, on va faire l'exponentiation de cette I sur la somme des exponentiations de ZJ. Donc, la softmax en sortie va nous donner notre vecteur de probabilité que pour chacune de nos classes. Donc, c'est ça pour les fonctions d'activation. Il y en existe, bien, évidemment, c'est pas exhaustif comme liste. Il y a beaucoup de listes de fonctions d'activation possibles. On peut en inventer un peu comme on veut. Ça dépend tout le temps de nos besoins. OK. Parfait. Maintenant, allons aux fonctions de perte. Donc, la fonction de perte, en fait, là, on a vu les fonctions d'activation qui nous permettent d'avoir un classificateur qui n'est pas linéaire. Maintenant, allons voir la fonction de perte qui va nous permettre, qui est la fonction qui va nous permettre d'entraîner notre réseau de neurones, qui va nous dire quelle est l'erreur de notre réseau de neurones, puis il faut pouvoir corriger cette erreur-là à travers les poids, les paramètres de notre réseau de neurones. Donc, évidemment, le but de notre théorie d'apprentissage, ça va être de minimiser cette fonction de perte-là, c'est-à-dire d'avoir une plus petite erreur possible. Donc, par exemple, une première fonction de perte, c'est la fonction de perte quadratique ou la mean squared error, où est-ce que essentiellement, on vient faire la différence entre notre étiquette ici Y et la prédiction ici, notre réseau de neurones. Ici, F, c'est notre réseau de neurones. Donc, la prédiction de notre réseau de neurones avec X moins Y au carré. Et donc, essentiellement, lorsqu'on fait de la régression, c'est-à-dire qu'on veut prédire une valeur entre moins l'infini et plus l'infini, mais si la prédiction donnée par F est égale à Y, bien, on va voir ici que ça va être 0. Puis si c'est la différence, bien, plus l'erreur entre F et Y est grande, plus si l'erreur quadratique va être grande. Là. Donc, ça, c'est pour la régression. Pour la classification, on va utiliser ce qu'on appelle l'entropie croisée ou la cross entropy loss. Donc, là, ici, on suppose qu'on a ici C majuscule classe. Et donc, on va avoir des étiquettes ici Y qui vont être des chiffres entre 1 et C, où est-ce que, dans le fond, on a la classe 1, classe 2, classe 3, classe C. Et on va avoir notre réseau de neurones ici, F, qui va nous donner en sortie un vecteur de taille C, où est-ce que, en fait, ici, comme je le disais avec la fonction softmax, chaque élément va être une probabilité d'être la classe en question. Là. Puis, essentiellement, c'est ça. Donc là, F va être le résultat d'une softmax avec ici les scores Z1 à ZC. Là. Puis donc, ce que la fonction de cross entropie va nous dire de faire, c'est tout simplement étant donné la prédiction ici, le vecteur f de x, bien, on va aller chercher ici l'élément y. Donc, si par exemple la classe 2, c'est
la bonne classe, on va aller chercher le deuxième élément de mon vecteur de f, puis on va aller faire moins le log de cet élément-là. Donc, moins le log, là, il y a toutes sortes d'explications théoriques que je pourrais vous donner, mais essentiellement, je vais juste vous donner ce graphe-là ici, où est-ce que, si notre fonction ici, moins le log de f de x que je vous ai donné. F de x, y. Donc, essentiellement, plus on se rapproche de 1, plus moins le log est proche de 0. Donc, ce qu'on veut effectivement, c'est que ici, f de x, y soit le plus proche possible de 1. Donc, on veut que la probabilité donnée à ma classe ici, à la vraie classe ici, ben, elle soit le plus proche possible de 1. Puis, quand elle est égale à 1, ben, la perte est de 0, tout simplement. Puis si la probabilité est très proche de 0, ben, la perte va être proche. En fait, ici, on a 4, mais en fait, ça va être plus proche de l'infini vraiment. Puis en fait, on voit la fonction ici f de x, y, puis on pourrait se dire qu'on cherche juste à maximiser ici f de x, y, mais ce que ça va venir faire, c'est vraiment de diminuer les autres probabilités. Donc, si f de x, y se rapproche de 1, ben, les autres probabilités vont se rapprocher de 0. Donc, c'est ça. Je pense que je n'avais rien d'autre à dire sur ça ici. Puis là, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que la cross entropie, là, c'est utilisé à peu près partout en deep learning. Là. Donc, c'est vraiment de quoi d'important à savoir là. Puis également, ben, la mean square error, ben, ça va être utilisé dans tous les problèmes de régulation. Dans beaucoup de problèmes de régulation. Maintenant qu'on a notre fonction de perte ici, on va aller excusez-moi, on va aller parler de régularisation. Donc, Marwan en a donné un mot tantôt. Puis d'ailleurs, ce ne sera pas un grand speech que je vais faire là-dessus, juste mentionner quelques courants. Mais essentiellement, la régularisation, ça va nous permettre d'éviter l'overfitting. Donc, l'overfitting ou le surapprentissage en français. Donc, le surapprentissage, ça consiste en fait au fait que, étant donné que les réseaux de neurones sont des classificateurs très, très puissants, parce qu'on va avoir beaucoup de paramètres, puis on va avoir beaucoup de couches, bien, le réseau de neurones serait capable, si on veut, d'apprendre par cœur nos exemples d'apprentissage. Puis en apprenant par cœur nos exemples d'apprentissage, ça ferait en sorte, en fait, qu'il ne serait pas bon seulement sur les données d'apprentissage, mais il ne serait pas bon sur tout le reste de nos données. Ben, par exemple, sur notre ensemble test. Donc, pour éviter ça, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ajouter une pénalité à notre fonction de perte. Donc, ici, j'ai fait la fonction de perte de f de x, y. Là, ici, MLA, en fait, MLA, c'est pour maximum likelihood estimation. Donc, essentiellement, c'est une fonction de perte qu'on avait précédemment. Ici, par exemple, la mean square error ou la cross entropie. Là. Puis donc, on a notre fonction de perte habituelle. Puis, on va avoir ici le terme qu'on vient ajouter avec un lambda qui va être en fait un hyperparamètre qu'on va setter. Donc, un hyperparamètre qu'on va setter fois oméga de f. Donc, oméga de f oméga, en fait, c'est une fonction qui va prendre f qui va être notre réseau de neurones, comme on se rappelle. Et donc, qui va nous permettre, en fait, de dire à notre réseau de neurones, ben, tes paramètres en tant que tels, ben, ils ne doivent pas aller n'importe où si on veut. On ne doit pas avoir des paramètres infiniment grands dans notre réseau de neurones, parce que sinon, c'est ça qui va nous permettre d'apprendre nos exemples par cœur. Donc, un des exemples de oméga de f qu'on peut avoir, ça serait la régularisation L2 qu'on appelle. Donc, essentiellement, c'est qu'on prend ici nos paramètres de f qu'on appelle ici θ. Donc, les paramètres, on se rappelle, c'est les poids W puis les biais de chacun de nos neurones. Puis, on vient faire la norme au carré de ces poids-là.
Donc, essentiellement, ben, ce qu'on vient dire, c'est que en plus de minimiser notre perte ici, ben, on veut minimiser, si on veut, la norme de nos poids, de nos paramètres. Puis, d'une manière similaire, on va avoir la norme L1 qu'on va vouloir, qu'on pourrait vouloir aussi utiliser. Ben, donc là, en fait, à base, j'ai présenté juste ici la norme L2 et la norme L1, mais on peut utiliser plein de types de normes ou il y a plein d'autres types de régularisation, mais c'est juste un petit mot que je voulais parler de la régularisation, sur la régularisation. OK. Parfait. Maintenant qu'on a parlé un peu des composantes essentielles à notre réseau de neurones, donc on avait les fonctions, neurones, empilage de neurones, fonctions d'activation, fonctions de perte, régularisation. Maintenant, voyons comment est-ce que on utilise, si on veut, toutes ces composantes-là pour venir entraîner notre réseau de neurones. Donc, l'entraînement, en fait, comme je le disais tantôt, le but, ça va être de minimiser notre fonction de perte. La fonction de perte, donc si L de f de x, y, pour, en fait, tous les exemples de notre jeu de données. Par exemple, si pour tous les exemples ici, x, y de notre jeu de données. Donc, là, ici, j'ai mis notre fonction de perte f de x avec y. Par contre, là, ce qu'il faut se souvenir encore une fois, la seule chose qu'on contrôle ici pour l'apprentissage de notre réseau de neurones, c'est les paramètres de notre réseau de neurones. Donc, on va avoir nos paramètres ici que j'ai ajoutés ici avec un point virgule θ. Donc là, ce que ça vient de dire, c'est que c'est la fonction, le réseau de neurones F paramétré par θ. Puis, ce qu'on va venir faire, en fait, c'est minimiser cette fonction de perte-là pour tous les exemples de mon jeu de données. Là, ici, en fait, ça va être pour tous les exemples de ma distribution. C'est-à-dire, la distribution, en fait, c'est dans la nature, lorsque, par exemple, si vous prenez, par exemple, des images de chats et de chiens, par exemple, c'est toutes les images de chats et de chiens possibles. Donc, même ceux-là que vous n'avez pas encore prises. Donc, étant donné toutes les images possibles, donc, je vais avoir ma fonction de perte ici qui va, que j'appelle ici J θ, que je vais vouloir minimiser par rapport à θ. Et donc, cette fonction de perte-là, c'est l'espérance sur tous les exemples possibles que je peux avoir dans la nature. Donc, c'est-à-dire toutes les images de chats et de chiens que je peux prendre à jamais. Donc là, c'est une fonction un peu mathématique. En réalité, en fait, ce qu'on va vouloir venir faire, c'est minimiser, en fait, la moyenne de ma perte sur tous les exemples de mon jeu d'entraînement. Donc, supposons que j'ai n exemples, n majuscule exemples. Donc, je vais pouvoir venir faire la moyenne de ma losse pour mes n exemples. Puis, dans le fond, ici, le J θ, ça va être cette moyenne-là ici que je vais pouvoir minimiser en optimisant les paramètres ici θ. Donc, essentiellement, on va y aller avec la descente de gradient. Donc, la descente de gradient, Marwan en a parlé un peu tantôt. Là, on va aller peut-être un petit peu plus intuitivement ou on va y aller peut-être un peu plus intuitivement et plus en détail un peu plus loin. Mais essentiellement, la descente de gradient, on a ici illustré, par exemple, un exemple jouet où est-ce que, par exemple, la fonction de perte ici, J, excusez-moi, J serait ma fonction de perte. Donc là, j'ai J, puis sur mon axe X, en fait, j'ai θ qui est mes paramètres. Donc là, ici, par exemple, supposons que j'aurais un seul paramètre et que ma fonction de perte, en fait, c'est une fonction quadratique comme ça ici. Donc, avec une initialisation de θ, donc supposons que j'utilise θ à cette valeur-là ici sur mon axe de mes paramètres. Ce que j'aimerais avoir, en fait, c'est obtenir un vecteur ici, D, qui me dit vers où aller pour, si on veut, minimiser ma losse. Donc, ma losse, ici, à cette valeur-là de θ, ma losse, elle est ici. Puis là, avec le vecteur D que je vais trouver ici, je vais me rapprocher, si on veut, de mon minimum de ma fonction de perte. Puis là, encore une fois, à cette étape-là, ici, je vais trouver un autre vecteur pour me rapprocher encore, me rapprocher et me rapprocher.
Puis, en fait, ce vecteur D-là, ben, ça va être notre gradient que Marwan a mentionné un peu tantôt. Donc là, c'est un cas assez simple. En 2 dimensions, où est-ce qu'on aurait, par exemple, ici 2 paramètres, ici W1 et W2, on obtiendrait quelque chose comme ça ici, où est-ce qu'en rouge foncé, c'est le plus petit C. Et, par exemple, on initialise nos poids ici à cette valeur-là ici. Et après ça, ben, on vient faire minimiser de plus en plus notre fonction en faisant des petits pas à chaque fois. Donc, ça, c'est un peu la même chose que ici. Donc, ça, c'était pour en 2 dimensions avec une fonction, ce qu'on appelle convexe, c'est-à-dire que ben, ça ressemble à une genre de parabole comme ça ici, puis c'est assez facile, en fait, de trouver les minimums. En réalité, en fait, souvent, ce qu'on va avoir, c'est des fonctions ben, un peu comme celle-là en illustration, où est-ce que, par exemple, on commence ici, on se rend ici, on se rend ici, et là, ben, on s'arrête ici parce que, dans le fond, ce qui vient après monte, puis dans le fond, là, c'est comme si on avait trouvé notre minimum. Alors que notre vrai minimum est ici. Donc, ça, c'est un problème pour les réseaux de neurones, parce que dans les réseaux de neurones, ben, on va avoir plus des trucs comme ça ici que des trucs comme ça ici ou comme ça ici. Là. Puis, ben, encore pire, ben, on pourrait avoir, si on veut cette illustration-là, parce qu'on est en haut d'une montagne, puis on veut descendre complètement en bas de la vallée ici. Là. Donc, ça se peut qu'on aille à remonter plusieurs fois avant de descendre encore plus. Là. Et encore pire, ben, en général, ben, on n'a pas en fait tout on ne voit pas tout le chemin à faire. On voit tout simplement notre point de départ et un peu aux alentours, est-ce que ça baisse ou est-ce que ça monte? Puis après ça, trouve ton chemin vers le minimum. Ouais. Donc, c'est un peu le problème qu'on a avec les réseaux de neurones. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en pratique, on a trouvé des méthodes qui fonctionnent assez bien, même si directement, ben, elles ne laisseraient pas supposer fonctionner. C'est-à-dire la descente de cadence stochastique. Donc, Marwan l'a présenté un peu tantôt, je vais en reparler. Donc, essentiellement, étant donné ici nos paramètres ici θ, ce qu'on veut trouver, en fait, c'est les dérivés partiels de chacun de nos paramètres ici θ par rapport à la fonction de perte. Donc, la dérivée, ces dérivés-là, en fait, ce qu'on va venir nous dire, c'est que vers où il faut aller pour maximiser ou minimiser ma fonction J. Puis en fait, ici, dans ce cas-ci, ben, ça va être maximisé. Le gradient va te donner où est-ce qu'il faut maximiser. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est aller dans la direction inverse de ce que le gradient va nous dire de faire. Donc, puis, en fait, pour calculer ces dérivés-là ici, on va utiliser ce qu'on appelle la backpropagation ou la rétropropagation en français. Donc, quand on fait la rétropropagation, on est capable de trouver les vraies valeurs, si on veut, de ces dérivés-là. Par contre, lorsqu'on va utiliser ces dérivés-là, c'est là que théoriquement, ben, ça ne serait pas supposé fonctionner. Là. Okay. Donc, une fois qu'on a trouvé ces gradients-là ici, donc ici les vecteurs D ou le gradient, ben, on peut les utiliser pour mettre à jour les paramètres ici θ. Donc là, ici, pour mettre à jour les paramètres θ, ben, on va dire tout simplement, on va soustraire à θ notre ici D, multiplié par ici epsilon, qui va être qu'on appelle le learning rate ou le taux d'apprentissage, qui est en fait la taille, si on veut, du pas qu'on va faire en direction de notre minimum local. Là. De notre minimum. Donc là, juste une autre petite illustration. C'est dans le fond, on peut voir le gradient comme étant, si on veut, un genre de... on avait notre illustration de réseau de neurones tantôt. Donc, par exemple, pour chacune de nos liens avec les neurones entre les couches, bien, on peut voir le gradient comme étant dit
disant ben, diminue ce poids-là, augmente celui-ci, laisse celui-ci pareil, etc. Donc, le gradient va vraiment venir nous guider dans l'optimisation de notre réseau de neurones. À date, ce que je vous ai présenté, c'est pour mettre à jour les poids de notre réseau de neurones. C'est la règle suivante ici. Il existe plusieurs autres types de façons de mettre à jour les poids de notre réseau de neurones. Donc là, ici, j'ai écrit plusieurs types d'optimiseurs qu'on appelle. Donc, SGD avec Momentum, RMS propre, Adam. Là, en tout cas, ici, j'ai mis en fait les deux les plus utilisés. Adam, SGD qui est en fait le plus simple de tous, qui est assez proche en fait de la règle que j'ai mis ici. Alors que, puis Adam ici, qui est un des plus utilisés aussi, mais qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que seulement ici, cette règle-là ici. Donc, ça, c'est pour les algorithmes d'optimisation. On ne verra pas plus que ça aujourd'hui ici. Maintenant, allons voir la procédure d'entraînement au global. De quoi ça a l'air? Donc, évidemment, comme on l'a vu tantôt, ça commence tout le temps avec des données. Donc, nos données ici étiquetées, qu'on va donner ici à notre réseau de neurones. Notre réseau de neurones va donner une prédiction. Puis après ça, on va calculer la perte de notre réseau de neurones sur les données. Et après ça, on va faire, avec la perte ici, on va faire la rétropropagation du gradient, c'est-à-dire calculer nos dérivés partiels par rapport à la fonction de perte. Puis une fois qu'on a ces dérivés partiels-là, ce gradient-là, on va faire une étape d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va mettre à jour les paramètres de notre réseau de neurones. Puis dans le fond, on va venir faire ça en boucle plusieurs fois, jusqu'à temps que, par exemple, la fonction de perte soit assez stable. D'une manière un peu plus détaillée et plus pratique, on commence avec notre réseau de neurones qui est paramétré par θ et un jeu de données ici S, qui est notre jeu de données d'exemple ici. Donc, avec les réseaux de neurones, on va faire ce qu'on appelle des époques. Donc, une époque, vous pouvez voir ça comme étant un certain nombre d'itérations de mise à jour des paramètres, tels que ça, pour mettre, je vais recommencer. Une époque, c'est le nombre d'itérations nécessaires à parcourir notre jeu de données au rang complet pour mettre à jour les paramètres de notre réseau de neurones. C'est-à-dire que, si on se rappelle, par exemple, dans notre jeu de données ImageNet, on a des millions d'exemples. Donc, étant donné les millions d'exemples, puis étant donné que les réseaux de neurones ont beaucoup, beaucoup de paramètres, ce serait impensable d'être capable de dire donne toutes nos données en même temps à notre réseau de neurones et donne-moi une perte par rapport à toutes ces données-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des mini-batchs, c'est-à-dire ces mini-batchs-là, batch ou mini-batch, c'est un peu la même chose, mais essentiellement, on va prendre des petits sous-ensembles de notre jeu de données, puis on va les passer une après l'autre dans notre réseau de neurones, puis on va mettre à jour notre réseau de neurones pour chacune de nos batchs. Donc, essentiellement, c'est ça que ça vient dire ici, avec le langage un peu mathématique. Là, ici, j'ai mon jeu de données S. J'ai copié mon jeu de données ici, S dans S'. Et tant que je n'ai pas vu tous mes exemples de S, donc qui sont dans S', je viens j'ai tiré une batch B majuscule de B exemples sans remplacement dans S'. Donc là, ce qu'on vient prendre, on vient prendre B exemples à tour de rôle dans S' jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'exemples dans S'. Puis, donc là, j'ai une batch de B exemples. Par exemple, B souvent va être 32, 64, 128, 256, 512, 1024, dans ce genre d'eau-là. Et avec ces exemples-là, cette mini-batch-là, on venait calculer notre perte. Donc, c'est la moyenne sur nos exemples de notre mini-batch. Et on va venir mettre à jour, calculer le gradient de notre réseau de neurones, puis on va mettre à jour nos paramètres top avec
notre gradient en utilisant notre optimisateur qu'on a choisi. Donc, c'est vraiment cette boucle-là qu'on va venir faire. Puis, par exemple, on pourrait avoir 1000 époques ici, par exemple. Donc, si on avait 1000 époques et qu'on avait, par exemple, 1 million d'exemples avec des patchs de taille 100, ben, ça ferait 10 000 batchs. C'est ça, ça fait 10 000 batchs qu'on aurait par époque. Donc, après ça, il y a 10 000 fois 1000. Peut-être que 1000 époques, ça serait trop. Là, ici. Donc, ça, c'est pour la procédure d'entraînement. Ben, on va le voir avec des exemples. On me dit quel est l'intérêt d'avoir S' si S' est égal à S. En fait, ici, c'est que S', c'est qu'on enlève des exemples à chaque fois qu'on prend une batch. Là. Donc, à la fin, S' va être vide. Donc, c'est pour ça que si on veut, on vient réinitialiser S. C'est une question que j'avais dans le chat. C'était juste la meilleure mathématique que j'avais écrite, en fait, que c'est tout simplement, on parcourt tous les exemples dans notre jeu de données de manière, en fait, aléatoire. Donc, on prend des batchs aléatoires dans notre jeu de données qu'on ne remet pas, en fait, dans S'. Puis, dans le fond, à la fin de chaque époque, ben, on initialise S pour, après ça, retirer de nouvelles batchs. Donc, comme je le disais, ben, on va le voir, en fait, avec les exemples qu'on va voir tantôt. En pratique, comment ça fonctionne. Maintenant, plus en pratique, il existe beaucoup de librairies de deep learning. Les deux principales sont TensorFlow et PyTorch. Donc, je ne ferai pas un peu, je ne parlerai pas comment, c'est quoi les différences un peu entre les deux librairies. Je pourrais en parler en fait à la fin si certains posent la question. Mais essentiellement, ici, aujourd'hui, on va utiliser ici PyTorch. Donc, on va aller faire la démo. On me dit, est-ce possible de revenir sur la définition de époque? Okay. Donc, en fait, un époque, justement, c'est le temps, en fait, de faire toutes les batchs pour, si on veut, de voir tous mes exemples dans mon ensemble d'entraînement S. Donc, en une époque, ben, je tire des batchs jusqu'à temps ici que mon S' soit vide. Puis donc, c'est ça une époque. Donc, dans une époque, ben, j'ai mis à jour mon réseau de neurones avec tous les exemples de mon jeu de données. Puis donc, après une époque, ben, je recommence pour une nouvelle époque. Et tant et aussi longtemps que je n'ai pas convergé vers une perte qui est assez stable. Donc, on va aller faire des exemples. Excusez-moi, je n'avais pas ouvert le... Donc, si vous voulez suivre les exemples, comme je le disais tantôt sur le GitHub, que je vais mettre dans le chat, il y a des liens vers les exemples. Là, ici, je vais commencer, j'ai fait dans l'ordre ici. Donc là, je vais commencer avec le Boston House Prices Dataset, comme Marwan l'a parlé tantôt. Puis après ça, on va aller au autre. OK. Donc là, si vous me laissez 30 secondes, je vais aller me prendre une gorgée d'eau. Donc, je suis de retour. Je me dis que Mathieu n'avait pas arrêté l'enregistrement. Parfait. Donc, on va faire les exemples. Je vais juste grossir l'écriture un peu.
Parfait. Donc, je vais juste venir mettre en commentaire ce commentaire-là parce que moi, je n'ai pas besoin de faire cette installation-là. Donc, juste quelques imports ici qu'on aura besoin pendant tout le notebook. Donc là, on remarque ici, on a des imports de scikit-learn. Entre autres, ici, l'autre Boston. On a des imports ici avec Torch, donc Torch ou PyTorch. Donc, en Python, on importe ici avec Torch. Puis, on a également des imports vers de Poutine. Maintenant, commençons avec certaines constantes. Donc, en fait, là, on va utiliser, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais essentiellement, les réseaux de neurones vont être entraînés sur des cartes graphiques, sur des GPU. Puis, c'est vraiment les GPU qui donnent la puissance, si on veut, au réseau de neurones. Là, ici, dans le cas de ce notebook-là ici, le GPU est un peu facultatif parce que c'est vraiment pas des gros réseaux de neurones qu'on va faire rouler. Il promet que sur un processeur classique, ça fonctionnerait aussi. Si vous faites rouler sur votre ordinateur, probablement que ça fonctionnerait, ça serait assez rapide. Ouais, donc, Mathieu, il y avait une question dans le chat, mais Mathieu a répondu. Poutine, c'est effectivement une librairie qui utilise PyTorch, mais que ça simplifie vraiment le développement de réseaux de neurones avec PyTorch. OK. Donc, comme je le disais, CPU, GPU. Là, ici, j'ai juste mis le nombre d'attributs de mon jeu de données parce que je vais en avoir besoin lorsque je vais faire mon réseau de neurones. Ensuite, ici, j'ai mis la taille de mes batchs. Ici, j'ai mis des batchs de taille 32. Donc là, on va avoir des batchs de taille 32 lorsque je vais venir faire mes époques tantôt. On a le learning rate, le taux d'apprentissage, le nombre d'époques et là, ici, juste pour l'affichage, si on veut, des métriques, ben, on va afficher des métriques à chaque 100 époques. On va le voir que ça veut dire tantôt. Donc là, j'ai le jeu de données que je joue ici. Donc là, en fait, on voit ici, en fait, j'ai imprimé, si on veut, les dimensions de X et les dimensions de Y. Donc, X a 506 exemples, comme vous l'avez vu avec Marwan tantôt, et on a 13 attributs pour chacun de ces exemples-là. Puis Y, en fait, c'est nos étiquettes. Donc, nos étiquettes, excusez-moi, là, c'est la régression. Donc là, c'est les valeurs, les prix, si on veut. Et donc là, j'en ai 506 pour chaque, donc un pour chacun de mes exemples. Là, j'ai imprimé X puis Y. Donc, X qui sont les attributs, les 13 attributs, puis Y qui sont en fait les valeurs des maisons, je prends en milliers de dollars. Ou en 10 milliers de dollars, je ne sais pas. Donc, essentiellement, c'est ça. Donc là, un peu ce que Marwan a montré tantôt. Merci pour avoir mis les liens dans le chat. Donc, essentiellement, on va venir faire ici notre train test split, comme on l'a vu tantôt, avec ici 20% en test puis 80% en train. Et on va le voir, je vais le montrer un peu tantôt, on va avoir besoin d'un ensemble de validation dans la réseau de neurones. Donc, c'est pour ça ici que je fais un deuxième split. Donc, au début, je split mon train et mon test. Puis après ça, j'ai splitté mon train en deux, en train et en valide. Donc, essentiellement, ben, on va avoir 3 entraînements d'entraînement, 101 en validation, puis 102 en test. Puis là, juste pour donner une idée, comme Marwan l'a montré tantôt, avec un SVM pour la régression. Donc, on a la mean squared error, comme on l'avait tantôt avec Marwan, de 25,67 si on arrondit. Donc, c'est ça. Là, dans PyTorch, on a besoin de faire ce qu'on appelle des tensor datasets. Donc, dans PyTorch, en fait, pour ceux qui connaissent NumPy,
qui est une librairie pour faire du calcul matriciel. Dans NumPy, on va avoir des NumPy array qui sont, si on veut, des matrices ou des matrices en haute dimension, par exemple, une matrice en 3 dimensions, où est-ce qu'on aurait une matrice de n par m par p, par exemple. Donc, en PyTorch, ben, c'est comme des NumPy array, mais ce qu'on appelle des tenseurs. Puis, là, ici, j'ai besoin de faire ce qu'on appelle un tenseur dataset pour être capable d'aller chercher mes exemples avec leurs étiquettes. Donc, essentiellement, je fais mes 3 datasets ici, train, valide et test, et je donne ces datasets-là à ce qu'on appelle ici des data loaders. Data loader, c'est vraiment ce qu'il faut faire nos splits en batch. Donc, je donne par exemple mon jeu d'entraînement, puis là, je dis, ben, je veux des batchs de telle taille. Donc, je veux des batchs, par exemple, de taille 32 dans notre cas ici. Puis donc, quand on va venir ici parcourir mon data loader, bien, lui va venir me donner les batchs de taille 32. Puis là, ici, j'ai passé, je fais les calculs. Donc, en entraînement, ce qu'on va faire les réseaux neuronales, c'est qu'on va venir faire, bien, comme je l'ai montré tantôt, c'est qu'on va venir tirer aléatoirement mes ensembles dans mon jeu d'entraînement. Puis donc, là, c'est ça. Donc, là, le jeu donné, bien, le data loader va venir me donner des batchs aléatoires jusqu'à temps qu'il ait vidé mon dataset. Puis après ça, je vais pouvoir reparcourir à nouveau pour une autre époque, si on veut. Donc là, j'ai mes 3 data loaders pour train, valide et test que je n'ai instancié. Puis une fois que j'ai fait ça, ben, là, je vais faire mes fonctions d'entraînement. Donc là, ici, c'est assez grand. Je vais parcourir la première fonction ici pour entraîner une seule époque. Et après ça, ça va être simplement de faire plusieurs fois la même fonction. Donc, si je regarde rapidement, là, il y a quelques spécificités de PyTorch. Par exemple, la fonction train qui dit à notre réseau de neurones, mets-toi en mode entraînement. Donc, ça, on en a besoin dans certains cas. Comme par exemple, dans certains cas qui sont différents en entraînement qu'en test. Donc, je n'en parlerai pas ici, mais ça arrive. Également, mais on dit à PyTorch, active le gradient. Donc là, active le gradient, ça veut dire que PyTorch va garder en mémoire les données nécessaires à faire la rétropropagation, à calculer le gradient. Parce que sans utiliser ça, ben, on ne serait pas capable de calculer le gradient, donc on ne serait pas capable d'entraîner notre réseau de neurones. Donc, une fois qu'on a fait ces deux affaires-là, ben, on va venir ici parcourir mon data loader d'entraînement. Puis, dans le fond, mon data loader d'entraînement me donne des batchs. Donc, j'ai une batch ici X, puis une batch, j'ai une batch ici X d'exemples de mes exemples d'entraînement, puis j'ai les étiquettes associées à cette batch-là. Donc, 2 premières lignes, je transfère mes données vers mon GPU si je veux les transférer vers le GPU. Ensuite, on a toute une technique ici avec l'optimisation. Pour les optimiseurs, il faut mettre à 0 le gradient avant de faire une nouvelle, avant de donner une nouvelle donnée à mon réseau de neurones. Ensuite, je donne ma batch à mon réseau de neurones qui, lui, me donne une prédiction. Je calcule ma perte avec ces prédictions-là et les vraies étiquettes qui vont me donner une perte. Et après ça, je fais ma rétropropagation ici avec loss.backward. Et une fois qu'on a fait la loss.backward, le gradient se trouve dans les paramètres de mon réseau de neurones. Puis après ça, je peux dire à mon optimiseur, mets à jour les paramètres de mon réseau de neurones avec le gradient qui se trouve dans les paramètres. Puis donc, je fais ça pour chacune de mes batchs dans mon data loader. Donc, pour tout mon dataset, je vais piger des batchs et je vais mettre à jour les paramètres. Puis, évidemment, lorsque je veux faire l'entraînement complet, je vais faire ça pour un certain nombre d'époques. Donc là, pour un certain nombre d'époques, je vais venir faire l'entraînement de mon réseau de neurones. Donc, je n'irai pas plus loin pour ça, à moins que vous ayez des questions plus spécifiques. Puis, on va commencer par faire un entraînement. Donc là, on va simplement faire une régression linéaire. Là, ici, une régression linéaire avec PyTorch. Donc, avec PyTorch, on a ce qu'on appelle ici
nn.sequential. Donc, nn, ça vient de PyTorch, qui est importé ici. Donc, nn, c'est tous les utilitaires nn puis nn.functional, ici que j'ai importé comme f. C'est tous les utilitaires pour les réseaux de neurones dans PyTorch. Puis donc, là, ici, je viens chercher ce qu'on appelle le sequential, qui me permet en fait d'empiler vraiment mes couches de réseau de neurones. Donc, chacun des paramètres que je passe à nn.sequential, ben, c'est comme si je viendrais dire à PyTorch, ben, viens me faire ici ce qu'on appelle un linéaire. Donc, un linéaire, en fait, c'est un certain nombre de neurones. Donc, là, ici, je prends un nombre de features, qui est en fait le nombre de features qu'il y a dans mon jeu de données, qui est 13, et j'ai ici une sortie. Donc, ici, j'ai une neurone dans ce linéaire-là. Et je n'ai pas besoin de plus parce qu'en fond, ici, ce que je vais faire, c'est une régression avec une valeur. Donc là, ici, j'ai juste une neurone. Et là, ici, c'est juste un flatten, c'est juste une technicalité parce que sinon, j'avais juste un warning de PyTorch que mes dimensions n'étaient pas pareilles. Donc, si je fais exécuter ça ici, là, on voit ici mes différentes époques. Où est-ce que j'ai... là, ici, comme j'avais dit tantôt, bon, à chaque époque, à chaque 100 époques, on va venir réprimer en fait ma loss et ma loss en validation. Donc là, c'est là que l'ensemble de validation rentre en compte. C'est que ici, donc, j'ai par exemple en entraînement, ben, j'ai une loss de 33 et en validation, j'ai une loss de 34. La validation, ça va nous permettre de nous dire comment est-ce que je suis bon pour généraliser, si on veut, sur un jeu de données que je n'ai jamais vu. Puis, ce qu'on va vouloir faire parfois avec les réseaux de neurones, c'est dire à la place de prendre, par exemple, les poids à la fin de mon entraînement, ici, après mes 1000 époques, par exemple, je pourrais dire, ben, je prends les poids après, par exemple, 500 époques, si ma loss en validation était meilleure. Puis donc, en fait, dans Poutine puis dans PyTorch, on a des utilitaires pour faire ce genre de trucs-là. Sauf que là, ici, en fait, on a juste pris le dernier, qui est le 22.51 de l'os, qui est de la MSE. Puis là, on a comme l'os en test, comme perte en test, on a 25.64, qui est à peu près la même chose qu'on avait tantôt avec le SVM. Mais c'est normal parce que, dans le fond, là, c'est pas vraiment un réseau de neurones qu'on vient de faire, c'est seulement une régression linéaire. Parce qu'on a juste une couche linéaire, puis on n'a pas de fonction d'activation, autre que la fonction de perte qu'on utilise pour faire l'entraînement. Donc, c'est littéralement juste une régression linéaire. Si je faisais une régression linéaire avec scikit-learn, probablement que j'obtiendrais quelque chose d'assez similaire. Donc, c'est ça. Maintenant, allons-y, empilons des couches de réseau de neurones. Donc là, j'ai fait un premier linéaire avec le nombre de features en entrée. Et ici, là, j'ai mis 100 neurones. Donc, ici, nombre de features, 100 neurones. Ensuite, la deuxième couche, on a pris en entrée 100 entrées et on a une neurone en sortie pour faire la prédiction. Donc, si j'exécute ça ici, puis là, on va voir. Puis là, on voit en fait que si je n'ai pas vraiment d'amélioration. Si j'avais 25.4 puis 25.15. Peut-être que c'est juste parce que c'est aléatoirement, ben, j'ai eu des meilleurs résultats ici. Ça se pourrait très bien. Là. Puis en fait, l'affaire que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que quand on utilise un réseau de neurones, il y a une initialisation aléatoire des poids qui se font. Donc, les poids, c'est les biais puis les poids dans mon réseau de neurones sont initialisés d'une certaine manière puis sont utilisés de manière aléatoire. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une certaine variance, par exemple, en test. Donc là, on voit qu'on a exactement la même chose. On a la même chose parce que justement, ben, on n'a pas mis de fonction d'activation. Comme je vous le disais tantôt, ben, les fonctions d'activation, c'est vraiment ça qui va nous permettre d'apprendre quelque chose de plus complexe qu'une régression linéaire. Donc là, la troisième cellule, c'est ce qu'on vient faire. On commence ici avec 100 neurones, avec une fonction d'activation relue. Si ça vous tente, remplacer ici relu par Panache, vous allez voir la différence. Peut-être que ça va donner la même chose. Puis après ça, j'ai
encore une fois, ici, mon linéaire qui prend 100 entrées et qui a une neurone en sortie. Là. Puis donc, si j'exécute ça ici, là, on voit en fait ça, la losse en validation est beaucoup plus petite en commençant, mais même la losse en entraînement aussi. Là. Là, on voit en fait, j'ai diminué quasiment de moitié ma perte juste en achetant une seule couche. Ben, en fait, juste en achetant en fait, ma fonction d'activation ici. Là. Donc, ça, c'est dû au fait que la fonction d'activation permet au réseau de neurones d'apprendre des fonctions beaucoup plus complexes qu'une régression linéaire. Puis donc là, on peut s'amuser à mettre plusieurs couches. Donc là, ici, j'ai 100 neurones, un autre 100 neurones et une neurone à la fin. Donc là, si je fais exécuter ça, puis en fait, je vais sortir l'autre en même temps aussi. Donc l'autre, on a encore 100 neurones, 100 neurones, 100 neurones et une neurone. Donc là, on a une couche de plus encore. Puis là, on va voir est-ce qu'on est capable de faire les améliorations par rapport à mon 13.41. Là, on n'est quand même pas pire. On s'est amélioré de 1.40. Puis là, on a eu des moins bonnes performances. Puis en fait, quelque chose que vous pouvez remarquer ici, comme le dit, c'est comme quand on parlait ici tantôt de surapprentissage. Là, ici, vous voyez qu'en entraînement, la perte en entraînement est très, très, très petite. Alors qu'ici, en validation, ben, au début, elle était de 12.48, puis à la fin, elle avait augmenté. Donc, peut-être qu'on aurait dû prendre, par exemple, les résultats de l'époque 100 pour faire notre évaluation, puis qu'on aurait eu des meilleurs résultats. Donc, c'est ça. Parfait. Donc là, on voit que des fois, acheter des couches, peut-être que ça ne donne pas le meilleur résultat qu'on peut avoir. Là, c'est sûr que j'ai été super simplement. Avec tout le temps 100 neurones, peut-être qu'on aurait pu jouer avec l'architecture du réseau de neurones, de plus ou moins de neurones par chacune des couches, mettre du dropout, par exemple, qui est une fonction de régularisation différente, etc. Là, on aurait pu faire bien des affaires pour essayer d'améliorer ce score-là ici. Là. Et donc c'était ça. Là, je vais juste aller avec présenter un peu ce que Poutine nous permet de faire en plus de PyTorch. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais utilisé PyTorch. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est seulement avec PyTorch. Puis, dans le fond, on a codé notre propre boucle d'entraînement. Mais si vous développez beaucoup de réseaux neuronales, vous allez apercevoir que cette boucle d'entraînement-là, elle reste quand même fixe la plupart du temps. Des fois, vous voulez, par exemple, ajouter des métriques. Si vous étiez, par exemple, faisiez de la classification, par exemple, vous devez acheter, par exemple, l'accuracy, etc. Donc, vous devriez faire des affaires comme ça ici. Donc, c'est ça que va venir nous servir Poutine. Poutine va avoir la boucle d'entraînement faite pour nous. Donc, essentiellement, si on regarde le code ici, ce code-là ici remplace tout le gros code qu'on avait en haut complètement. Là. Remplace en fait tout le code qu'on avait ici, tout ça ici, puis offre des fonctionnalités supplémentaires. Là. Donc, essentiellement, la première fois en fait que je n'avais pas montré tantôt, on utilise notre optimiseur, notre fonction de perte, et après ça, on crée un modèle Poutine dans lequel on veut lui donner, par exemple, mon réseau de neurones, mon optimiseur, ma fonction de perte, et le device, dans le fond, est-ce qu'on veut être sur GPU ou sur CPU. Et après ça, on va dire à mon modèle, un peu comme on le faisait avec scikit-learn, on va dire, ben, fit le modèle avec Xtrain puis YTrain et ces données-là en validation. Puis là, j'ai d'autres paramètres que je ne ferai pas le tour dessus. Puis, essentiellement, à la fin, on va voir evaluate, parce qu'on va tester sur nos jeux de données de test. Puis donc, je vais faire exécuter ça ici, et je vais exécuter ça ici. Puis là, en fait, on a haché premièrement de la couleur. Puis là, après ça, on a des informations sur notre entraînement.
Puis là, on obtient quelque chose comme ça ici. Puis d'ailleurs, donc là, un des affaires qui est possible de faire, c'est de mettre des métriques dans Poutine. Par exemple, ici, je pourrais mettre la perte L1. Donc, la perte L1 est juste comme une métrique, juste pour venir nous afficher, c'est quoi donc, la perte L1, en fait, c'est la différence absolue entre la prédiction et la vraie valeur. Puis également, ici, on a une manière d'utiliser, par exemple, des fonctions de scikit-learn, par exemple, afficher le R carré avec scikit-learn. Donc là, si je fais exécuter ça, puis je fais encore exécuter ça. Là, on voit ici que j'ai ma perte L1. Donc, si là, c'est vraiment ce qui est optimisé. La perte L1, c'est juste une métrique à part. Le R carré, donc le R carré, plus c'est quand, mieux c'est. Et on a la même chose pour en validation. Puis à la fin, on a la même chose pour en test. Donc, en test, on a le R carré et la perte L1 en test et la MSE en test. Puis finalement, en fait, Poutine nous retourne différentes valeurs ici. Donc ici, on retourne par exemple l'historique des statistiques en entraînement, puis la perte en test. Donc, je fais exécuter ça ici. Là, j'ai la perte en entraînement puis en validation. Donc là, on voit que la perte en entraînement, elle baisse tout le temps, mais que la perte en validation, en fait, elle a stagné. Si on voit qu'après 150 époques, elle a stagné, puis après ça, là, on ne voit pas tout à fait, mais probablement qu'elle a même augmenté légèrement. Il faudrait voir. Là. Donc, 11, 15, 13, 13. Donc là, tiens, elle est assez stable, mais elle est plus grande un peu que, par exemple, après 100 époques. Là, en fait, là, ici, on peut l'afficher pour nos différentes faire des graphiques pour nos différentes métriques. Oups, excusez-moi. Donc là, ça, c'est la L1 en entraînement. Puis en fait, on pourrait le faire avec, par exemple, le R carré. Donc le R carré, plus c'est grand, mieux c'est. Donc, c'est ça pour cet exemple-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que la fonction MSE-LOS implémente la régularisation pour diminuer l'overfitting? J'ai cette question-là dans le chat. En fait, non. La fonction MSE n'a pas de régularisation. Par contre, si on veut aller un peu plus dans le détail, la régularisation L2, vous pouvez, dans l'optimiseur ici SGD, on peut y passer ce qu'on appelle le weight decay, qui, elle, implémente la régularisation L2. Donc, le weight decay implémente la régularisation L2. Par contre, on n'a pas de régularisation L1. C'est de quoi à faire par vous-même dans ce cas-là. D'ailleurs, en fait, c'est une des affaires une des features que je veux ajouter à Poutine, c'est une manière plus simple de mettre de la régularisation. Là. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, en fait, on va retourner au slide. J'avais un petit bout à faire sur les réseaux de convolution. Puis après ça, on va finir avec 2 autres exemples. Donc, j'ai une question. Encore. Pourquoi mettre Shuffle et Guide Through dans le Train Data Loader qu'on a précédemment? Oui. Donc, okay, je comprends la question. On va juste remonter. C'est qu'en fait, oui, les exemples d'entraînement, en fait, sont aléatoires. Ils ne sont pas dans un ordre, sont dans un ordre, mais l'ordre reste fixe. Dans le fond, nous, ce qu'on veut quand on entraîne un réseau de neurones, c'est qu'on veut ne jamais voir les exemples dans le même ordre. Puis dans le fond, en fait, ça, c'est une des théories que pourquoi est-ce qu'on est capable d'avoir des bonnes performances avec des réseaux de neurones qui ne sont
qui ne sont pas convexes, qui ne sont pas faciles à optimiser, c'est que les exemples changent à chaque fois et d'époque en époque, ils changent d'ordre. Puis ça fait en sorte que le gradient, si on veut, ben, ça en va un peu faire une genre de marche aléatoire, si on veut, dans l'espace des paramètres. Donc, on a beaucoup, beaucoup de paramètres. Puis, on vient explorer un peu partout. Puis là, si on tombe, par exemple, dans un minimum, dans une place où on est capable de beaucoup diminuer la perte, ben, on va aller par là. Puis donc, c'est pour ça, en fait, que en entraînement, ben, souvent, on veut avoir un shuffle pour voir les exemples dans des ordres différents à chaque fois, là. Une autre question. Les seuls défauts d'acheter des couches au réseau de neurones, est-ce que c'est la puissance de calcul et l'overfit? Ben, ça va dépendre tout le temps de l'architecture qu'on veut faire, là. Mais des fois, acheter des couches, ça peut rendre l'optimisation plus difficile. Dépendant des fonctions d'activation, dépendant dépendant de plein de variables, dont nos données, est-ce qu'on a assez de données? Comme le disait Marwan tantôt, les réseaux de neurones, c'est bon quand on a beaucoup, beaucoup de données. Donc, si on a assez de données, il faut avoir assez de données pour avoir un réseau de neurones plus profond que plus de couches, parce que sinon, on risque d'avoir seulement des performances moins bonnes. Puis, l'overfitting, effectivement, c'est un des concerns quand on ajoute des couches. Cool. Maintenant, allons faire parler de réseaux à convolution. Donc, jusqu'à maintenant, on a seulement vu les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux fully connected ou pleinement connectés. C'est-à-dire que c'est dans le réseau pleinement connecté, ben, là, on va peut-être aller. Je peux aller à cette image ici. Ça fait, on a chaque neurone qui est relié à toutes les neurones de la couche précédente. Donc, chaque neurone est relié aux neurones de la couche précédente. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est pleinement connecté, parce que tous les neurones sont connectés entre eux avec les couches précédentes. Mais ce qu'on va voir, c'est que les réseaux à convolution, ce n'est pas du tout ça. Puis, dans le fond, les réseaux à convolution, ça va nous servir avec les images. Jusqu'à maintenant, on a vu avec des données tabulaires, c'est-à-dire qu'on a pour chacun de nos exemples, on a des caractéristiques, on a des attributs qui fit dans un vecteur. Puis ce vecteur-là, ben, chaque attribut veut dire de quoi. Par exemple, je ne sais pas, c'est la couleur de la voiture, l'aérodynamisme de la voiture, comme les exemples de voitures de Marwan tantôt qu'on avait. Puis donc, chaque feature représente une quantité quelconque. Avec les réseaux, avec les images, ben, on n'a pas ce genre de features. Tout ce qu'on a avec des images, c'est on a une grille de pixels, par exemple ici 32 par 32 pixels. Puis chaque pixel, en fait, est représenté par 3 valeurs, 3 qu'on appelle des canaux, des channels. Les channels, excusez-moi, les channels RGB, donc rouge, vert, bleu. Puis donc, on a un niveau de rouge, un niveau de vert, un niveau de bleu. Puis on a 32 par 32 pixels comme ça ici. Donc, on pourrait donner toutes ces valeurs à un réseau fully connected, un réseau pleinement connecté, mais on verrait qu'on n'obtiendrait pas des performances très bonnes. Ben, on va le voir tantôt avec MNIST. On va obtenir des performances qui sont pas pires, mais on va voir qu'avec les réseaux de convolution, on obtient des bien meilleures performances. Donc, avec les réseaux de convolution, on va avoir ce qu'on appelle des filtres. Donc, si j'ai un filtre de 5 par 5, avec encore une fois 3 channels, donc si les 3 channels, en fait, il faut que ça fitte avec le nombre de channels de mon image. Donc, si j'ai une image avec 3 channels, donc c'est pour ça que mon filtre a 3 channels, puis seulement j'ai un filtre de 5 par 5. Donc, ce filtre-là de 5 par 5, ça va être quoi? C'est une matrice de valeur 5 par 5 par 3 qui deux paramètres, deux neurones. Donc là, on va avoir par exemple notre neurone qu'on va venir ici promener sur notre image. Puis, pour chacun des emplacements dans notre image, le neurone va donner une sortie. Puis essentiellement, c'est ça. Donc là, ici, on va avoir W qui va être les paramètres du filtre et X qui va être en fait la patch dans notre image qu'on vient calculer notre valeur. Puis B, encore une fois, c'est notre gain.
Donc, essentiellement, on va partir du coin en haut à gauche, puis on va passer notre neurone sur chacun des parties de notre image en promenant, si on veut, notre neurone à travers notre image. Puis donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette neurone-là, on la passe plusieurs fois, puis ça nous donne une valeur à chaque fois, mais les paramètres de cette neurone-là ne changent pas en fonction de l'emplacement. Donc là, par exemple, au premier emplacement, on a certaines valeurs de nos paramètres. On va avoir les mêmes paramètres pour le deuxième emplacement, les mêmes paramètres pour le troisième emplacement, etc. Puis donc, on va faire ça, première rangée, deuxième rangée, etc. Puis, en sortie, on va avoir ce qu'on appelle une activation map. Cette activation map-là va avoir une taille de 28 par 28 par 1. Parce qu'en fond, on a une neurone, donc on a une sortie, puis on passe notre neurone sur notre image au grand complet. Puis là, vous remarquez ici que notre image est au départ de taille 32 par 32 et la sortie est de 28 par 28. Donc, c'est assez normal vu que notre filtre a une taille de 5 par 5. Donc, quand on arrive au coin ici à droite de notre image, on a fait 28 déplacements de notre filtre. Puis, on ne peut pas aller dans le vide. On va avoir des stratégies pour garder la taille de l'image pareille. Souvent, on va utiliser par exemple du padding avec des zéros autour pour avoir une même sortie. Donc, là, ce qu'on a vu, on avait un filtre à convolution puis une neurone qu'on promenait partout sur notre image. Puis, on peut en avoir plusieurs. Donc, on peut avoir un deuxième filtre qui va donner une deuxième activation map et jusqu'à avoir 6 activation maps. Par exemple, ici, là, des activation maps, on peut en avoir un peu comme on veut. Donc là, c'est comme si on avait une nouvelle image, mais cette nouvelle image-là, en fait, au lieu d'avoir 3 channels, elle a 6 channels. Donc là, c'est comme si on avait pour chacun des pixels, si on veut, pour chacun des emplacements dans mon image, si on avait des attributs qui ont été calculés par notre réseau de neurones. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ces attributs-là sont appris par le réseau de neurones. Là. Donc là, les paramètres de mon filtre ici, lorsqu'on vient faire la backpropagation, puis qu'on vient mettre à jour les paramètres, les activation maps vont changer. Là. Puis, donc, évidemment, lorsqu'on vient faire la convolution, on va également utiliser des fonctions d'activation. On va voir, par exemple, la relue ici qu'on pourrait appliquer. Et on peut faire des convolutions par-dessus des convolutions, comme avec des couches fully connected. Là. Donc, ici, on avait 3 channels. Là, ici, j'ai 6 channels, donc mes filtres sont de 5 par 5 par 6. Là, ici, j'avais 10 filtres au lieu d'en avoir 6. Donc, les prochaines activation maps vont avoir 10 channels. Donc, en fait, avec les réseaux à convolution, c'est vraiment ça qu'on va venir faire. On va venir empiler des couches à convolution les unes par-dessus les autres, quand on vient de remplir des neurones les unes par-dessus les autres. Il y a également d'autres types de couches qu'on va mettre dans les réseaux à convolution. Par exemple, le max pooling puis l'average pooling. En fait, le max pooling puis l'average pooling, c'est assez similaire au réseau à convolution, aux couches à convolution, excepté qu'au lieu de, par exemple, de prendre une somme pondérée de l'entrée, on va tout simplement faire, par exemple, un maximum. Quelle est la valeur maximum dans cette patch d'image? Ou quelle est la moyenne dans cette patch d'image? Donc, etc. Puis, on a également d'autres types de couches, comme par exemple la batch normalization ou le dropout que je ne viendrai pas parler plus que ça aujourd'hui. Il existe, donc là, j'ai présenté un peu les composantes des réseaux à convolution. Il existe plusieurs types d'architecture de réseaux de neurones à convolution. Je vais juste présenter rapidement quelques-unes, juste de noms peut-être. La première, en fait, que je présente, c'est un peu historique. C'est ce qu'on appelle AlexNet, qui est en fait la première architecture de réseau de neurones qui est utilisée dans le concours Imagine, qu'on se rappelle au début de la présentation. C'est le concours de classification d'images où est-ce que les réseaux de neurones en 2012 ont commencé à battre tous les algorithmes classiques de vision numérique. Et donc, on peut voir ici, par exemple, on a
des différentes tailles différents nombres de channels. On a du max pooling, on a différentes tailles de filtres à convolution, etc. On a également d'autres types d'architecture ici, VGG, où est-ce qu'on a seulement des filtres à convolution, par exemple, 3 par 3. On a GoogleNet ou Inception, où est-ce qu'on a l'architecture vraiment plus compliquée. Puis on a également ici ResNet, où est-ce qu'on a également des filtres 3 par 3, mais qu'on a ce qu'on appelle des connexions visuelles. Donc, ces connexions visuelles là, ici, j'en parlerai pas plus que ça, mais ça nous permet d'améliorer la performance en entraînement. Donc, une autre démo. Donc, la deuxième démo, qui, je vous rappelle, il faut aller chercher le notebook ici sur Google. Vous pouvez y aller avec Google Colab et exécuter le notebook si ça vous tente. Donc, moi, j'allais ici. Donc, encore une fois, on fait nos imports comme tantôt. Là, ici, juste une fonction setSeeds pour que ce soit le moins variable possible pendant l'entraînement. Là, ici, j'ai toutes sortes d'explications par rapport à l'entraînement. Mais donc, essentiellement, on a un peu la même chose que tantôt ici. Là, ici, c'est ça, un peu la même chose que tantôt. On va avoir 5 époques, un link rate de 0.1, une batch size de taille 32, 10 classes, etc. Donc là, on va utiliser le jeu de données ici qui s'appelle MNIST. Donc, jeu de données MNIST, comme Maron vous l'a parlé tantôt. Là, ici, je n'ai pas downloadé le dataset. Parfait, ça s'est downloadé. Donc, on se rappelle, jeu de données MNIST, c'est des chiffres qui sont écrits à la main comme ça ici. Puis, à fond, on veut classer c'est quoi le chiffre. Donc là, on va utiliser l'entropie croisée, comme je vous ai parlé tantôt, pour faire cet entraînement-là. Donc là, ici, je définis deux réseaux. Un réseau qu'on dit fully connected, avec ici, par exemple, 256 neurones, 128 neurones, 64 neurones, et le nombre de classes en sortie, donc ici, 10 neurones en sortie, parce qu'on a 10 chiffres à classifier. Puis là, donc, ça, c'est un réseau fully connected. On va avoir un réseau pleinement convolutionnel, où est-ce qu'on va avoir des convolutions, on va avoir des relus, on va avoir du max pool, puis du drop-out également. Donc là, on voit ici qu'on a plusieurs composantes, mais je n'expliquerai pas toutes les composantes. Vous irez chercher plus en profondeur là-dessus sur les différentes choses que je vais vous donner à la fin. Donc, en fait, là, un peu la même chose que tantôt. Là, j'ai fait un peu avec PyTorch. Là, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'exemples ou. OK. Bon. Là, vous avez le code avec PyTorch. Je vais juste. Bon, c'est pas vraiment utile de refaire tout ça ici. Je vais juste simplement aller avec Poutine. Donc, avec Poutine, on peut la même chose que tantôt. On a l'optimiseur, la fonction de perte qui est la cross-entropie loss. Là, une des affaires, en fait, que je n'ai pas mentionné tantôt, dans mes réseaux de neurones ici, je n'ai pas mis d'activation softmax à la fin. Si on se rappelle, quand on fait de la classification, avec la cross-entropie, on met une softmax à la fin avant de faire la cross-entropie. Excepté qu'ici, avec PyTorch, l'affaire qu'il faut savoir, c'est que quand on vient utiliser la fonction ici cross-entropie loss, la softmax est déjà inclus dans la cross-entropie loss. Donc, on n'a pas besoin de faire la softmax nous-mêmes. PyTorch l'a fait pour nous-mêmes. Donc, je vais juste venir exécuter ça ici. Puis là, on va avoir 5 époques. Donc là, on voit qu'on a un peu... on a une progression, si on veut, de l'entraînement.
Ouais. Je vais juste 2 secondes. Je vais juste aller faire de quoi là? Alors, maintenant que ça roule, là. Ouais, donc, ouais, là, c'est parce qu'à fond, avec Poutine, ce qui va arriver, c'est que là, ce qui va arriver, c'est que vu qu'on a des époques très petites et très peu longues, donc, et avec Firefox, donc on a un certain lag au niveau de l'affichage. Donc, c'est pour ça que c'était un peu long, là, mais. Bon, là, j'ai écouté l'autre réseau de neurones avec ça. Là. OK. Ben, en fait, là, on peut voir en fait un peu en partant. Là, si on regarde en fait l'accuracy en validation, donc l'exactitude en validation, on voit que en partant, le réseau à convolution est parti à 97 au lieu d'être parti à 95 Puis on voit que déjà à la deuxième époque, l'accuracy en validation est beaucoup meilleure qu'avec un fully connected. Là. Donc, s'il y a des questions en attendant, en fait, je peux les prendre. Là. Moi, je ne vois pas de questions dans le chat pour l'instant, Frédéric, mais je pense qu'on peut profiter des étapes entre les runs pour peut-être essayer de discuter de quand on fait du deep learning, c'est qu'est-ce qu'on essaie de faire, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête en tant que programmeur, qu'est-ce que je dois essayer d'optimiser, qu'est-ce que je dois essayer de tenir en compte. Je pense par rapport notamment aux hyperparamètres, je pense à OK. est-ce que je dois essayer tous les modèles qui existent? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Oui. Donc, ouais, effectivement, c'est seulement. Ouais, là, ça l'a fini de rouler. On je vais peut peut-être essayer. Continuer après la prochaine run, c'est correct. Ouais. Je vais juste starter les runs. Là, parce que. Je vais juste mettre ça ici parce que sinon l'affichage c'est trop long. Là, ça fait ça parce que dans le fond, il y a comme trop d'affichage pour le temps que ça prend à faire une batch. D'habitude, lorsqu'on a plus de données, ça ne fait pas ça. Là. Juste que MD, c'est un très petit dataset. Donc, ouais.
Donc, c'est ça, comme tu le disais, en fait, c'est effectivement, on a beaucoup de paramètres, on a beaucoup de types beaucoup de neurones qu'on peut choisir, beaucoup de nombre de neurones qu'on peut choisir, combien de layers on met, c'est quoi le taux d'apprentissage. Puis, essentiellement, tout ça, ça va être via un peu d'intuition. Puis, des fois, on peut faire, par exemple, bon, qu'est-ce que ça fait si j'en mets 256? Qu'est-ce que ça fait si j'en mets 512? Mais c'est parce que maintenant, on ne peut pas tester toutes les combinaisons d'hyperparamètres possibles. C'est un peu impossible. Donc, avec les réseaux de neurones, ce qu'on va venir faire, c'est de dire, ben, on va tester quelques paramètres, par exemple, en isolation. Donc, on va tester, ben, quelle est la profondeur, par exemple, que je peux mettre dedans. Donc, là, s'il y a une certaine profondeur, ça fonctionne. Mais là, on va venir changer, par exemple, le nombre de neurones à chaque couche. Puis, on va essayer d'aller à une logique assez, si on veut, par étapes. Là. Donc, on ne viendra pas mettre toutes les valeurs possibles, puis après ça, voir ce que ça fait. Mais dire, par exemple, ben, on double le nombre de neurones à chaque couche, ou on diminue le nombre de neurones à chaque couche. On va essayer d'y aller avec si on veut, une méthodologie qui est uniforme à travers nos réseaux de neurones. Puis, normalement, ce genre de technique-là, ça va marcher si on veut isoler quels sont les meilleurs paramètres à utiliser pour notre problème. Là. Mais essentiellement, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'au début, lorsqu'on arrive à un problème, ben, on va choisir certains paramètres un peu intuitivement. Dire ben, peut-être que je ne devrais pas utiliser seulement 2 neurones, mais j'en utiliserai pas 1 million non plus. Peut-être que genre 64, 128 neurones, peut-être que ça ferait la job. Fait que, on essaie d'en mettre 64, 128, puis on voit est-ce que ça fonctionne bien. Puis c'est un peu ça pour tout là, aussi. Là. En fait, justement, je trouve ça cool que tu en parles parce que c'est une des questions que je voudrais qu'on regarde. Tu nommes, par exemple, pour le nombre de couches, le nombre de neurones dans une couche, tu parles souvent de multiples de 2, 64, 128. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Est-ce que c'est des chiffres qui sont magiques? Qu'est-ce qui se passe avec... pourquoi on prend ça habituellement? Oui, ben, c'est pas vraiment des chiffres qui sont... Ben, ça peut être magique dans le sens que, souvent dans les optimisations plus de bas niveau, bon, on va essayer d'utiliser des tailles de puissance de 2. Parce que souvent, mettons, par exemple, les pages de mémoire vont être des puissances de 2, des affaires comme ça ici. Je dirais que dans le cadre des réseaux de neurones, c'est un peu juste par superstition qu'autre chose. Là. Puis juste parce que on trouve qu'un chiffre qui est d'une puissance de 2, ça fait beau. Là, simplement. Là, je le dirais plus comme ça. Là. Mais c'est comme utiliser une seed aléatoire qui a une valeur de 42. Ça ne donne pas grand-chose, mais ça fait beau. Fait que, en général, puis souvent, souvent aussi, ce qu'on va faire, mettons qu'on va faire des tests, ben, on va juste multiplier par 2 à chaque fois. Par exemple, on part à nombre de neurones à 16, fait qu'on va essayer 16, 32, 64, 128. Fait que c'est juste, si on partait, mettons, à je ne sais pas, 30, fait que ça donnerait 30, 60, 120, 240, je ne sais pas. C'était juste l'informaticien en moi qui trouve ça plus beau d'avoir des puissances de 2. Là. C'est bon, c'est bon. Puis écoute, je ne sais pas si tu avais autre chose que tu voulais regarder. Parce que moi, j'en ai une autre question comme ça que je trouve intéressante. Là. Sinon, je peux finir un peu. Je peux la garder pour tantôt. Oui. Ben, je peux finir ici. En fait, juste finir par expliquer. En fait, là, jusqu'à maintenant, avec Poutine, ben, on a entraîné, on utilise des métriques et tout. Un des avantages avec Poutine, c'est qu'on peut avoir des callbacks. Donc, ces callbacks-là, ça va nous permettre de faire plein d'actions pendant l'entraînement. Comme par exemple, ici, on vient faire des checkpoints. Par exemple, sauvegarder à chaque époque, si par exemple, la validation accuracy augmente, ben, je viens sauvegarder par exemple un poids, mes poids de mon réseau de neurones. Donc, à chaque époque, par exemple, je viens sauvegarder mes poids. Puis donc, à la fin, avant de faire, par exemple, de faire mon test, ben, je peux dire je vais changer les poids de la meilleure époque. C'est-à-dire que de l'époque meilleure validation en accuracy. Donc, on utilise en fait notre ensemble de validation pour dire ben, c'est quoi les poids qui seraient le meilleur selon nous. Puis là, par exemple, ici en validation, ben, on avait une meilleure accuracy à l'époque 4 qu'à l'époque 5. Donc, si avant de venir faire notre test, ben, j'ai chargé, par exemple, les poids de l'époque 4 pour venir ici faire
le test. Puis, dans le fond, là, j'ai mis quelques callbacks ici. J'ai un callback ici, par exemple, qui me permet de sauvegarder à chaque fin d'époque, mais pas. Le callback ici permet de sauvegarder seulement les meilleures époques. Puis l'autre callback ici, ça permet de sauvegarder, par exemple, les logs dans un fichier CSV. Puis, donc, c'était ça un peu pour cet exemple-là ici. Juste un dernier exemple, en fait, que je voulais montrer. C'est ce qu'on appelle ici faire du transfer learning. Donc, ce qui va se passer, c'est que, on a des jeux de données immenses, comme ImageNet, où est-ce qu'on a des millions d'images. Puis, avant, on a des millions d'images, puis on entraîner un modèle sur des millions d'images. Puis après ça, ben, moi, j'ai peut-être un plus petit jeu de données avec mes propres images. Mais j'aimerais ça profiter, par exemple, d'un réseau entraîné, par exemple, avec ImageNet, pour dire, ben, je vais utiliser, par exemple, les poids du réseau ImageNet qui sont déjà assez entraînés pour sur mon propre jeu de données. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ici? C'est tout simplement de dire, ben, je vais prendre les poids de mon jeu de données entraîné sur ImageNet, puis je vais simplement changer la tête de mon réseau de neurones. Donc, au lieu de prédire 1000 classes, je vais venir prédire, par exemple, ici, mes 200 classes, par exemple. Supposons que j'ai 200 classes. Donc, l'exemple ici que j'ai, c'est sur un jeu de données qu'on appelle ici Cube 200. Donc, j'arrive à retrouver, là. Je ne sais pas trop pourquoi. Qui est un jeu de données, en fait, avec des photos d'oiseaux. Donc, on a 200 espèces d'oiseaux donc, 200 espèces d'oiseaux qu'on aimerait ça venir classifier. Puis donc, on va utiliser, en fait, le transfert par apprentissage pour, si on veut, profiter de ImageNet, profiter du jeu de données ImageNet, d'un réseau pour entraîner avec ImageNet pour être capable d'avoir des meilleurs résultats. Donc, je vais juste les rouler rapidement. Je n'expliquerai pas tout ce qui se passe ici. Mais essentiellement, c'est un peu similaire à ce qu'on avait fait autrement. Là, ici, je viens changer un modèle de type ResNet. Donc, ResNet 18. Donc, on a 18 couches à convolution avec un réseau pré-entraîné. Et je viens changer, en fait, mon réseau ResNet, ici, la dernière couche, qu'on appelle ici FC pour Fully Connected, pour mon nombre de classes à moi. Donc, j'ai 200 classes. Donc, si je viens prédire pour mes 200 classes, et en fait, ce qu'on vient faire ici, c'est de geler mes couches de mon réseau neuronal. Qu'est-ce que je veux dire par geler? D'abord, c'est qu'on va désactiver les gradients pour les paramètres autres que la couche de classification. Donc, tu sais, j'ai mes 200 neurones ici pour me classifier mes 200 exemples. Puis, dans le fond, le reste de mon réseau de neurones, ben, je ne veux pas le modifier. Je veux juste modifier cette couche-là ici qui est sur mes 200 neurones. Donc, c'est ça qu'on venait faire ici. Puis, donc, essentiellement, c'est ce qu'on venait faire ici. Là. Donc là, j'entraîne mon réseau de neurones sur ces images-là ici. Là, tiens, on voit qu'après 2 époques, j'ai déjà 21% d'accuracy. Puis on va se dire qu'on a 200 classes. Donc, 200 classes, c'est quand même beaucoup de classes. Donc, c'est ça. Puis, c'est de quoi qui est assez facile à faire ici. Si vous prenez un peu le temps de regarder notre notebook, vous allez voir que c'est assez facile à faire, puis c'est assez facile à comprendre comme exemple. Donc, c'était à peu près ça pour moi. Mathieu, tu disais que tu avais d'autres questions pour moi? On va dire que Mathieu n'est pas là, mais j'ai une question dans le chat ici. Première question, c'est quel est le rôle de la fonction de la méthode flatten? Okay, je peux aller répondre à cette question rapidement. Pour la fonction flatten, est-ce que j'en avais ici? Oui, OK. Donc, essentiellement, la fonction flatten, ce qu'il faut savoir ici, c'est que par exemple, dans mon fully connected, j'ai en entrée un tenseur de, si on veut, ma taille de batch
par 1 par 28 par 28. Puis donc, moi, ce que je veux en entrée, ici, c'était un vecteur, en fait, c'est une batch de vecteurs de 28 fois 28. Puis en fait, c'est ce que Flatten vient faire ici. Flatten vient simplement prendre mon image qui est un tenseur de 3 dimensions, puis la mettre en vecteur. Puis avant, elle le fait pour la batch au complet. Donc, la batch. Donc, on va avoir une matrice, si on veut, de n exemples par 28 fois 28. Là. Puis dans l'exemple précédent, c'est que c'est tout simplement que ici, c'est que j'avais en sortie une matrice de batch par 1. C'est tout simplement pour enlever le 1 parce que mes labels, il n'y avait pas de une dimension après. Là. C'est une question technique de comment est-ce que les dimensions matchent. J'ai une autre question dans le chat, je pense. Est-ce qu'il existe des garanties PAC en deep learning, genre avec un grand nombre M d'exemples? Non, il n'y a pas de garantie théorique par rapport. Ben, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de garantie théorique par rapport au réseau de neurones, dans le sens où on peut toujours faire des statistiques simples et obtenir des bords qui sont un peu triviales. Mais mes connaissances de théorie sont pas de bornes théoriques sur les réseaux de neurones ne sont pas très évoluées. Mais essentiellement, il n'y a pas tant de garantie théorique sur les réseaux de neurones. Là. Il y a un peu, je peux peut-être prendre la balle ici. En termes, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le terme PAC là, dont Antoine parle, c'est l'apprentissage probablement approximativement correct. On va en parler demain avec Abdelali, mais c'est savoir s'il existe des garanties théoriques sur un algorithme pour avoir une certaine erreur avec une certaine probabilité. Et en fait, pour les réseaux de neurones, il y a le réseau de neurones en général, le perceptron que Frédéric a présenté, il y a certains résultats qui existent pour des cas super précis sous certaines assumptions sur le jeu de données, mais c'est encore une question ouverte de justement comprendre les garanties d'un réseau de neurones et surtout les garanties des réseaux de neurones plus larges comme les réseaux à convolution. Donc, c'est encore une question ouverte là-dessus. D'ailleurs, je pense, Frédéric, j'ai manqué un bout. Là, ça cognait à ma porte, donc je ne sais pas s'il y avait quelque chose. Je t'avais demandé si tu avais d'autres questions par rapport à, par rapport à tantôt. Là. OK. En fait, je ne veux pas non plus voler de questions à d'autres personnes, mais sinon, je pense qu'on a le temps de voir la mienne. La mienne, c'est juste que on parlait dans les perceptrons qu'on va avoir plusieurs couches. Dans ce que tu as montré, principalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une grosse entrée, on voulait avoir une prédiction qui est de taille 1 ou 2, et ce qu'on faisait, c'est qu'on diminuait progressivement la taille de nos couches. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça versus juste avoir une taille fixe qu'on suit tout le temps ou monter, descendre? Est-ce qu'il y a une intuition derrière cette décision d'architecture-là? En fait, peut-être je mettrai en deux parties à répondre ça. La première partie, en fait, c'est plus de manière expérimentale. En fait, il y a des résultats qui disent que ça serait une bonne stratégie de diminuer. De manière plus intuitive, c'est qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est un peu comme on le fait avec Ampicier, c'est ce qu'on veut vraiment diminuer la dimensionnalité pour être capable de dire, mon exemple qui a ici 28 x 28, qui a 784 attributs, j'aimerais ça pouvoir, si on veut le résumer dans un vecteur d'une petite taille, d'une plus petite taille. Puis donc, si on veut de compresser mon exemple, tu sais, pour ceux qui sont un peu connaissent un peu la théorie de l'information, tu sais, qu'on vient compresser un élément, qu'on vient compresser, par exemple, une série de bits, un fichier, mais est-ce qu'on vient vraiment retirer qu'est-ce qui est important dans mon fichier, dans ma série de bits, puis on vient jeter, si on veut, tout le superflu qu'on n'a pas de besoin. Puis donc là, c'est ça qu'on vient demander au réseau de neurones, c'est qu'on vient dire, jette, par exemple, si on veut faire de la classification d'images, on lui dit, trouve-moi la partie d'image qui m'intéresse, puis par exemple, le background, je m'en fous. Je m'en fous que ça soit une plage ou que ça soit un appartement, mais s'il y a un chat sur mon image, je veux que tu me dises qu'il y a un chat sur mon image. Que ce soit une plage ou que ce soit un appartement, je
je veux que tu me dises qu'il y a un chat. Donc, si c'est vraiment, ben, compresse-moi l'information pour juste me dire, pour juste avoir à la fin l'information qu'il y a un chat dans mon image, tu sais. Puis, Oui, c'est bon. Et je pense que si je fais un petit peu de mélange aussi là, je pense que l'intuition, c'est que le plus que l'information est compressée, le plus que la tâche devient facile à prédire. Donc, je pense qu'on peut même dire qu'un réseau qui est construit de plusieurs couches, ben, c'est comme si à chaque fois que j'ai une couche qui diminue le nombre de neurones, c'est comme si je confiais au prochain sous-réseau, aux couches qui restent, une tâche plus simple. Donc, progressivement, la tâche de plus en plus simple. Et donc, je pense que intuitivement, ça a bien du sens à mes yeux, là, ce que tu dis. Là. Yes, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Sinon, ça peut être aussi des questions. Ça peut être des questions sur les slides aussi. Là. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations. Ben, en fait, j'avais une dernière slide, peut-être à montrer aussi. D'ailleurs, j'ai mis dans les slides, j'ai mis une couple de liens de référence. La première référence, en fait, ce serait le cours d'apprentissage profond de l'université qui a été monté par Philippe Giguère puis qui a été amélioré par la suite par d'autres profs. On a toutes les slides sur le site ici. Les laboratoires sont également disponibles. Donc, j'ai participé un peu à la mise à jour des laboratoires récemment de ces laboratoires-là. Donc, ça peut être intéressant de les faire dans votre temps libre. Également, plusieurs des slides dans cette présentation-là, surtout sur les réseaux à convolution, étaient prises du cours de Stanford qui est de CS231N. Là, c'est sûr que ça va être en anglais. Mais dans le fond, tous les cours en fait de Stanford CS231N sont disponibles sur YouTube. Donc, vous pouvez les écouter, ils sont très, très bons. J'ai déjà écouté. Ils sont très bons, sont très faciles à comprendre. Puis également, les notes de cours sont disponibles et également les TP sont disponibles aussi. Là. Il y a ça. Il y a le tutoriel, les tutoriels et la documentation de PyTorch. Les tutoriels ne sont pas tout le temps, comme j'ai marqué ici, ne suivent pas tout le temps les meilleures pratiques. Dans le sens que des fois, certaines architectures qu'ils font sont pas, ça ne suit pas vraiment, mettons, la vraie architecture, mais c'est quand même des bons tutoriels comme pour apprendre les bases et tout de PyTorch, c'est vraiment très bon. Là. Puis également, il y a la documentation de PyTorch. Puis, il y a la documentation de Poutine qui est également disponible, que des gens avaient mis dans le chat tantôt aussi. Donc, c'est ça. T'es sur mute, Mathieu? Mathieu, t'es sur mute? J'étais sur mute. Oui. Tu rushes, okay. Mathieu? Oui, désolé. Donc, tout ça pour dire que je voulais dire un gros merci à Frédéric en attendant. S'il y en avait qui avaient d'autres questions qui voulaient les écrire, je voulais en profiter pour féliciter Frédéric pour sa présentation. Donc, je pense qu'on peut donner une main d'applaudissement tout le monde dans le chat et le remercier pour sa présentation. Beaucoup de code pour vous là, à partir là, chez vous. Là. Yes, merci beaucoup.